Des invités ce soir pour parler de politique, de santé, de danse avec le chorégraphe Serge-Aimé Coulibaly. Nous serons en ligne de la France avec Maître Afoussiata Bamba Lamine, proche de Guillaume Soro. Le docteur Amadou Diko du centre hospitalier régional de Fada et membre du syndicat des médecins du Burkina sera avec nous. Sans oublier Anselme Somda du Centre pour la gouvernance démocratique et notre consultant Siaka Coulibaly. Avec eux, nous parlons de présimètre de gouvernance avec la nouvelle note du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le 7 Info, c'est parti. On commence par les assises criminelles. Pourquoi on a du mal à organiser régulièrement ces assises? Cette semaine, nous avons tenté de comprendre. Les assises criminelles sont les sessions de jugement au cours desquelles sont jugés les crimes. Autrement dit, les infractions les plus graves. Mais depuis quelques mois, elles ont du mal à se tenir régulièrement. Les dernières assises se sont tenues la semaine dernière à Zignaré après un long temps d'arrêt, alors que les tests prévoient leur tenue une fois par mois pendant au moins 2 semaines. Ce dysfonctionnement est dû à un problème financier. Les assises criminelles n'étant pas budgétisées, ce sont des partenaires étrangers qui financent leur tenue. Situation inconcevable pour un État souverain, selon cet avocat. C'est un véritable problème de souveraineté que de soumettre le fonctionnement de la justice d'un État à la bonne volonté d'un partenaire technique ou financier soit-il. Je ne vois pas comment on peut clamer son indépendance tout en sachant que pour fonctionner, il faut que quelqu'un veuille vous donner les moyens pour assurer votre fonctionnement. Près de 1000 dossiers criminels seraient actuellement en attente de jugement. Une des conséquences de ce dysfonctionnement causant un lourd préjudice aux prévenus. Une faillite du système pénal au plus haut niveau, dénonce le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina. Les assises criminelles tenues la semaine dernière à Zignaré l'ont été sans les avocats, à cause de la discorde entre le procureur du Faso et le barreau. Un bras de fer entre ces deux entités de la chaîne judiciaire qui pourrait porter un coup dur à la tenue de ces assises. Mais pour le SAMAB, cette mésentente est antérieure au problème des instances criminelles. Ce n'est pas seulement la question de malentendus entre... Non, ce n'est pas ça. Non. Au-delà, la vraie question, c'est la question des moyens financiers. Ça, il faut qu'on se le dise. La session de la Chambre ne se tient pas chaque mois, alors que la loi dit que c'est chaque mois que les sessions doivent se tenir. Si elles ne se tiennent pas, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a toujours eu un conflit entre le parquet général et le barreau que ces sessions-là ne se tiennent pas. Le véritable problème, c'est une question de moyens. Selon ces deux acteurs, il s'agit d'un manque de volonté politique. Laisser la situation perdurer donnerait l'impression qu'il y a une sorte d'impunité en ce qui concerne les crimes au Burkina Faso. Pendant que lorsqu'il s'agit des délits, des contraventions, il y a une répression systématique qui est mise en place. Voilà. C'est comme pour dire qu'effectivement, dans ce pays, il est préférable de commettre un crime que de commettre un délit ou une contravention. Pour le syndicat des magistrats, la tenue régulière des assises criminelles y va également de l'indépendance de la justice. L'État est appelé à s'assumer sur la question. En ligne de la France, Afoussiata Bamba Lamine, ancienne ministre de Côte d'Ivoire, avocat proche de Guillaume Soro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment va votre leader Guillaume Soro aujourd'hui? C'est monsieur Guébré. Hein, tout à fait, monsieur Guébré, c'est ça. Et comment va votre leader Guillaume Soro aujourd'hui, l'un de la scène politique ivoirienne? On imagine qu'il doit se sentir mal, non? Du tout. Alors là, du tout. D'abord, il n'est pas loin de la scène ivoirienne. Il est bien présent, vous le constatez d'ailleurs. Hein, il donne de son état, du fait qu'il est là, aux Ivoiriens qui le suivent. Il va très très bien. Il n'est pas du tout loin de la scène politique. Il est loin de la Côte d'Ivoire, mais il est toujours au cœur de l'actualité politique ivoirienne. D'accord. Et que pensez-vous aujourd'hui du sort réservé à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, justement, demandant la levée donc, du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro et la libération des prisonniers? Alors, il faut poursuivre pour dire que cette décision historique et majeure, fondamentale,
demande non seulement ce que vous avez indiqué, mais elle demande également à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à tout concernant M. Guillaume Kibafouri Soro. C'est-à-dire qu'elle dit clairement qu'il faut remettre les choses en leur état comme si nous étions avant le 23 décembre 2019, c'est-à-dire avant l'arrestation de tous les proches de M. Guillaume Kibafouri Soro et avant, évidemment, le mandat d'arrêt qui a été pris à son encontre. Donc voilà ce que demande la Cour africaine dans son arrêt important. La Côte d'Ivoire décide de rentrer donc en rébellion, décide de ne pas exécuter cette décision qui a été prise par la Cour africaine des droits de l'homme et décide de se comporter le pouvoir ivoirien actuel comme un État voyou qui ne respecte pas ses engagements internationaux, alors que c'est aux antipodes de ce qui avait été prévu par la charte fondatrice et créatrice même, je dirais, de cette Cour africaine des droits de l'homme. C'était non seulement de permettre aux États, lorsqu'il y avait une décision, qu'ils l'appliquent, parce que c'est en toute liberté qu'ils ont décidé de la création de cette Cour. Et quand, en outre, après avoir décidé de se soumettre aux décisions de la Cour, de le faire dans le délai qui était imparti également par cette Cour. Donc le comportement de la Côte d'Ivoire est un comportement incompréhensible, bien sûr, et un comportement indigne, évidemment, d'une personne ou d'un État qui décide donc de ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire qui ne le fait pas, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'occupant actuel de l'État de Côte d'Ivoire. C'est assez fort quand même. C'est fort quand même ces mots. On rappelle aussi on vient de l'apprendre aussi que l'Union interparlementaire aussi va dans le même sens en exigeant la libération immédiate des prisonniers. Vous l'avez appris? Absolument, absolument. C'est nous qui avons fait la saisine de l'UIP, de l'Union interparlementaire. C'est nous qui avons fait la saisine. Nous avons fait plusieurs saisines. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas avoir gain de cause devant les juridictions nationales puisqu'elles étaient inféodées. Elles sont inféodées parce que quand on parle au passé, c'est comme si elles ne le sont plus. Elles sont inféodées totalement au pouvoir d'Abidjan. Donc, on a estimé qu'il était plus utile et que cela allait prospérer pour nous de faire effectivement des actions au niveau donc sous-régional et international. Ce qui nous a conduit à la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et nous avons eu des raisons de le faire. Elle a estimé que tout ce qui avait été entrepris contre M. Guillaume Kibafouri Soro était purement politique, une cabale judiciaire. Donc elle a levé tout ça et nous avons saisi l'UIP qui a rendu une décision formidable. Alors, la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas s'inscrire. Nous avons saisi naturellement la Cour africaine des droits de l'homme puisque cette décision qu'elle avait rendue, c'était une décision, comme vous le savez, sur les mesures provisoires. Donc, nous l'avons saisie pour dire qu'au fond, voilà, l'État a décidé de ne pas exécuter. Donc, il faut qu'elle rende sa décision au fond. Mais en attendant, il fallait donc que les sanctions se mettent en place concernant les personnes qui ont décidé de ne pas exécuter cette décision, à savoir les magistrats qui ont pris la décision du 28 avril contre M. Guillaume Kibafouri Soro en ignorant totalement celle de la Cour africaine, contre toutes les autorités, jusqu'au plus haut sommet, qui sont à l'origine de cette situation. Nos camarades emprisonnés, on apprend que le frère cadet de Guillaume Soro, justement, Simon Soro, en détention depuis décembre, a été hospitalisé dans une clinique d'Abidjan. Absolument, il a été hospitalisé dans une clinique d'Abidjan dans la nuit du lundi 8 juin. Nous l'avons appris, nous avons été alertés par sa femme. Il était très souffrant, dans un état critique. Il avait des symptômes qui pouvaient faire penser à un palu, mais finalement, il a été diagnostiqué positif au Covid-19, donc il est atteint du coronavirus. Alors, pour vous rappeler, lorsqu'il a été interpellé injustement le 23 décembre et qu'il a été déféré à la MACA, donc à 5 h du matin au 24 décembre, vous imaginez la période en plus à laquelle tout ça est survenu. Ensuite, de la prison de MACA, il a été, le 11 janvier, il a été transféré à celle d'Adzopé. D'Adzopé, le 11 mars, il a été transféré ensuite à la prison d'Abengourou. Tout ça pour porter atteinte à son mental. Donc, il a subi un traitement inhumain et dégradant. Ça, il faut le dire, pour en plus une détention qui est illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle. D'accord. Parce qu'elle ne s'explique pas. En réalité, ce qui lui est reproché, c'est d'être le frère de Guillaume Kibafouri Soro. C'est tout ce qu'on lui reproche. D'accord. Alors, donc, oui. En plus d'avoir subi ce transfert, aujourd'hui, on se rend compte qu'il a le coronavirus.
évidemment, les autorités sont responsables de son état actuel et vont assumer les conséquences de ce qui va se passer. Donc ça, c'est très clair. D'accord. Et nous allons donc continuer à saisir les juridictions internationales, y compris la Cour africaine des droits de l'homme, pour constater cette énième violation. On l'a appris. Alors, sur le plan politique maintenant, comment vous appréciez l'évolution justement de l'actualité politique dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Évolution donc des dossiers Gbagbo, Blé Goudé, mais aussi ce jeu d'alliance électorale en perspective. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Moi, je pense que d'abord, nous avons été toujours cohérents dans ce que nous avons demandé, à savoir qu'il y ait une commission électorale indépendante, impartiale, qui puisse organiser les élections donc, de 2020. Et cette demande, elle est légitime, d'autant que c'est grâce à cela que M. Alassane Ouattara, actuel locataire donc, de la présidence d'Abidjan, est venu au pouvoir. Il n'y aurait jamais eu cette commission électorale indépendante que nous avons soutenue et que nous avons exigée. Il n'y aurait jamais eu cette commission électorale indépendante qui ne serait pas président de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas soi-même avoir bénéficié d'un système favorable et décider à son tour, lorsque il faut maintenant organiser les élections, et soi-même de s'y soustraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc nous avons exigé cela. La Cour africaine des droits de l'homme, qui avait été saisie par une organisation à la suite des partis d'opposition qui l'avaient demandé d'ailleurs, a rendu une décision limpide et claire pour dire que l'État de Côte d'Ivoire devait mettre en place une commission réellement indépendante et impartiale. Au lieu de le faire, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission électorale totalement inféodée, totalement partiale, à laquelle commission électorale elle dicte ses conditions, sa façon d'organiser les élections, sa façon d'enrôler, sa façon de faire les choses. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire fait. Mais on ne peut pas aller loin avec ça. Ça ne peut pas prospérer. Il faut permettre aux Ivoiriens de pouvoir aller aux élections dans un climat sain. Et vous n'allez pas aller aux élections dans ces conditions? Non, la question n'est pas là. C'est de d'abord se battre pour que cette commission, telle que nous la souhaitons, soit mise en place. Et nous allons être entendus puisque la Cour africaine des droits de l'homme va rendre sa décision sur le fond. Cette décision va advenir bientôt pour dire effectivement que la commission électorale doit répondre aux critères d'indépendance, d'impartialité, comme je l'ai dit, pour que les résultats, d'abord l'élection qui sera organisée par elle et les résultats qui en sortiront ne soient pas contestés. On le sait qu'en Afrique, ce qui pose problème, c'est l'organisation d'une élection qui est tronquée et dans laquelle les populations ne se reconnaissent pas. Et à partir de ce moment-là, le président qui en ressort est un président qui est illégitime, puisqu'on considère que le scrutin n'a pas été sincère. D'accord. Et donc ne reflète pas la réalité de ce que souhaitent les populations, surtout la majorité. Donc voilà notre combat aujourd'hui. Sur la question de l'alliance. C'est pour cela que toute chose qui sera faite en dehors de ça pour nous, je dirais, ne correspond pas à grand-chose, parce qu'en réalité, c'est ça le fond du problème. C'est ça qu'il faut d'abord régler. Sur la question des alliances, seriez-vous partant pour une alliance FPI, PDCI, par exemple, contre le RHDP? Ce que je peux dire déjà, c'est que l'opposition a, comme vous l'avez constaté, même des actions communes, s'entend, et puis nous continuons à évoluer. D'ailleurs, en cela, nous avons salué naturellement l'assouplissement des conditions de liberté de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé, que nous avons salué et que nous avons estimé qu'il était important dans le cadre de l'entame du processus de réconciliation nationale. Donc, pour nous, c'est un gage du décollage et du développement durable. C'est ce qu'attendent les Ivoiriennes et les Ivoiriens. D'accord. Donc, nous estimons effectivement que l'opposition, maintenant dans son entièreté, doit se mettre en ordre de bataille pour jouer son rôle, afin que le climat politique de notre pays soit assaini et que nous allions à une élection présidentielle dans la paix. Dans la paix. Alors, donc, pour cela, nous allons utiliser donc toutes les voies légales et judiciaires, comme je viens de vous l'indiquer, pour que ces élections soient libres, inclusives, transparentes et démocratiques. Voilà. Puisque vous parlez de paix, vous le savez, cette semaine aussi, cette paix, elle est menacée dans votre pays avec des attaques terroristes, notamment à Kafolo dans le nord. La sécurité qui devient justement un enjeu électoral pour la Côte d'Ivoire. Et on l'a entendu aussi cette semaine aussi, cette sortie de Doumbia Major, il est président du Congrès panafricain,
pour le renouveau CPR, proche du RHDP justement. En des termes un peu voilés, il semble accuser donc Guillaume Soro d'être le cerveau des attaques. Hein? Mais en fait, je pense même que vous, en tant que journaliste, vous ne devez même pas relever cela parce que c'est tellement creux et c'est tellement... ça ne correspond à rien du tout. La Côte d'Ivoire savait, il y a eu d'abord un premier attentat en 2016. Oui ou non, celui de Bassam. Tout à fait. À partir de ce moment, on savait que la Côte d'Ivoire n'était pas à l'abri. Les autorités le savaient. Les autorités savaient qu'il y avait donc des risques d'attentats dans le nord du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ne peuvent pas mettre leur incompétence sur M. Guillaume Kibafouri Soro. Il faut qu'on arrête maintenant. D'accord. Il faut qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement. D'accord. Avocat. L'État n'a pas arrêté de traquer ses opposants dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Et ils n'ont rien fait pour assurer la sécurité des Ivoiriens. C'est ça la vraie problématique. Et c'est ça qu'il faut relever. Merci. Merci à Foussiata Bamba. Vous ne pouvez pas être informé de ce qu'une attaque va avoir lieu et ne rien faire, de faire comme si tout allait bien. Et de continuer à persécuter les opposants politiques. C'est ça la réalité. Merci. Merci à Foussiata Bamba Lamine. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre de Côte d'Ivoire et avocat et proche de Guillaume Soro. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. La suite de cette info avec la sortie cette semaine de la coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat, la coalition qui parle d'atteintes graves aux libertés syndicales et appelle à l'annulation de la décision de révocation qui frappe 3 agents des finances. La coalition des syndicats en lutte demande le rétablissement des 3 agents des impôts révoqués le 27 mai dernier en Conseil des ministres pour actes d'indiscipline d'extrême gravité. Bassolma Bazier et ses camarades sont remontés contre ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux libertés démocratiques et syndicales. Quand quelqu'un fait une faute très grave, que l'État estime que c'est grave, je pense qu'on envoie une inspection pour aller voir ce qui s'est passé. Les intéressés doivent être écoutés. Le Conseil de ministres mandate le ministre de la fonction publique de faire un rapport à ce Conseil de ministres. Et en principe, on doit faire en sorte à ce qu'il y ait un conseil de discipline qui se tienne pour statuer. C'est après toutes ces décisions qu'on peut mandater le ministre de la fonction publique de poser un certain nombre d'actes. Cette décision n'a pas suivi la procédure indiquée par les textes selon la coalition. Aussi, ces organisations syndicales s'étonnent-elles de la célérité avec laquelle le gouvernement s'est saisi de cette affaire. L'élément a eu lieu autour du 20 mars. Le 20 mars, à 14h46, moi j'ai reçu un élément du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur mon numéro WhatsApp, un numéro que je ne connaissais même pas, posant la question si on est à ce niveau. Je dis, moi je ne comprends pas. Quand il a essayé de clarifier, 20h immédiatement à la TNB, l'élément est passé. Mais l'élément est passé à la TNB. Il y a combien d'éléments qui sont importants dans notre pays qui se passent qu'on ne montre pas avec célérité à la télé? Dans le même ministère, il y a des gens même qui ont exhibé des armes pour menacer certains de leurs collègues. Mais la plainte a été déposée à la justice. Ils en sont où? Ou bien la loi a disparu? La situation sanitaire du pays est aussi au menu de cette conférence de presse. Et selon ce regroupement syndical, la pandémie de la maladie à coronavirus a révélé l'état lamentable du système de santé. Il a fallu que le Covid vienne pour que chacun se réveille et comprenne que dans les formations sanitaires, il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de moyens pour soigner. Et ceux même qu'on a mis ensemble pour aller faire face au coronavirus à Tengango, regardez ce qui se passe. Est-ce que les engagements ont été respectés? Pourquoi il y a des mouvements là-bas? Pour la coalition des syndicats en lutte, c'est au gouvernement qu'appartient l'initiative du dialogue. Et pour qu'il soit fructueux, certaines conditions doivent être remplies. Il faudrait que l'intéressé soit quelqu'un qui connaisse ce que veut dire la parole donnée. Il faut qu'il ait la moralité de respecter son engagement. Parce que quand vous partez vous asseoir, vous prenez des engagements. Et un mois après, l'intéressé les remet en cause, il dit que lui, il n'a jamais dit ça. Mais si vous partez au nom des travailleurs pour jouer de tel type de théâtre, vous êtes condamnable. Par ailleurs, au niveau du système éducatif, la coalition dénonce la reprise des cours excluant les classes intermédiaires.
Elle aura pour effet de compromettre la suite des études de nombreux élèves qui vont passer en classe supérieure sans avoir le niveau requis, indiquent ces organisations syndicales. Et le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui charge plutôt les organisations syndicales en lutte quand elles exigent la levée des sanctions contre les 3 camarades révoqués de la fonction publique. Le président du parti, Simon Compaoré, félicite le gouvernement pour cette décision et parle d'inconscience et d'enfantillage de la part des responsables syndicaux. La pandémie de coronavirus maîtrisée en si peu de temps au Burkina Faso. Qui l'aurait cru il y a moins de 2 mois, se targue le président du MPP. Simon Compaoré poursuit. Le pouvoir du Mouvement du Peuple pour le Progrès est serein car en dépit de tout, il engrange des résultats au front de la lutte contre les terroristes. Il y a même des déplacés internes qui commencent à regagner leur bercail. Alors quand des partis politiques parlent de report des élections du fait de l'insécurité, le patron du parti au pouvoir sort de ses gonds. Parce que quand on parle de transition, même ceux qui ne peuvent rien apporter s'invitent à la table. Ça, notre histoire et l'histoire récente nous a permis de voir cela et de constater cela. Mais nous n'allons pas nous adonner à cet exercice-là. Non, c'est indécent. Nous allons organiser comme il se doit, comme la Constitution l'exige, une consultation en bonne et due forme. Voilà, donc ceux qui veulent aller iront, ceux qui ne veulent pas, comme il n'est pas obligé à quelqu'un d'être candidat, bon, il n'y a vraiment pas de problème. Après les partis politiques, Simon Compaoré s'attaque aux organisations syndicales qui exigent l'annulation de la révocation des 3 agents du ministère des Finances. J'ai vu dans le journal interne là qu'on va faire quoi? Remontade. Hein? Remontade. Ça veut dire quoi? Bon. J'étais tenté d'aller dans le dictionnaire pour regarder ce que ça veut dire exactement. Mais c'est comme de l'enfantillage. Est-ce qu'on a besoin de bander ses muscles devant l'État? L'État dont vous avez besoin qu'il survive à tout et qu'il soit à mesure de continuer à gérer, à payer vos salaires, à organiser la vie en société. Comme disent les Anglais, it's a pity. C'est dommage. C'est dommage. Et nous disons que dans la nuit des temps, on a toujours vu des syndicats teigneux. Mais on n'a jamais vu un syndicat qui a prôné la violence. Vous avez vu la conférence de presse qui a été menée où on banalise. On dit une gifle, là, que c'est quoi une gifle? Donc, c'est l'inconscience totale par rapport à la gravité de l'acte. Le pouvoir MPP accusé de brimer des leaders d'opinion, le journaliste Laji Bama intimidé, l'analyste politique Léonel Bilgo menacé récemment, le MPP s'en lave les mains. À quelques 5 mois des élections, le parti au pouvoir est privé d'un poids lourd dans le Zunwego. Jean-Claude Bouda, ancien ministre de la Défense, a été déposé à la Mako. Le MPP n'est point déstabilisé, il souhaite plutôt la manifestation de la vérité. Il va payer sa dette. Voilà. Il ne sera ni le premier à être jugé, à être condamné. Il ne sera pas non plus le premier et le dernier à être acquitté s'il devait être acquitté. C'est donc gonflé à bloc que le parti du Soleil Levant va aborder les joutes électorales. La revue de troupes est régulièrement faite. L'appel à la candidature pour les législatives est même lancé et bientôt un congrès va investir le candidat Roch Marc Christian Kabouri.
L'actualité cette semaine, c'est aussi la dernière note du Présimètre, l'unité de mesure de la gouvernance mise en place par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Avant d'aller en vacances, ou du moins en campagne électorale, le président du FASO a reçu sa note. Rochma Christian Kaboré n'a pas la moyenne. 4,41 sur 10 en milieu urbain, 4,57 sur 10 en milieu rural, soit un total de 4,53 sur 10 au plan national. C'est la note affectée au président Kaboré au titre du Présimètre de juin 2020. Alors par rapport à la note, bon, croyez-moi, c'est que les citoyens sont beaucoup plus sévères par rapport à ceux qui les gouvernent. Voilà, l'action publique, malheureusement, expose à des aléas. Et entre autres aléas, c'est d'accepter certaines critiques qui peuvent vous aider à vous améliorer. Et je pense que l'ordre de 4 n'est pas aussi catastrophique parce que c'est légèrement en dessous de la moyenne et on connaît tout le contexte que notre pays connaît et toutes les attentes que les citoyens ont aujourd'hui. Vous avez les déplacés, vous avez carrément une portion de la population qui ne se sent pas concernée par la République. Cette étude menée par le Centre pour la gouvernance démocratique du 1er au 10 juin montre que sur 100 personnes, 63 sont insatisfaites de l'action globale du chef de l'État. Une note qui révèle beaucoup d'insatisfaction, notamment sur les plans sécuritaires, la gestion foncière et la lutte contre la corruption. Loin d'être alarmante, cette note est plutôt à considérer comme une expression d'offres et d'attentes des populations. La note, effectivement, quand vous la qualifiez comme une note scolaire, ça peut être une note difficile, mais si vous regardez ça comme le fait de personnes qui attendent et qui surchargent la personne devant les aider, on peut dire que les demandes sont plus fortes que l'offre aujourd'hui. 4,53 sur 10 en 2020 contre 4,72% en juin 2019. C'est un sondage d'opinion sur les engagements du président du FASO qui interpelle au plus haut niveau pour une meilleure prise en compte des besoins des populations. Le sondage, c'est une évaluation des politiques publiques. Nous attendons que les autorités prennent conscience des avis des populations et essayer d'améliorer un peu les attentes. Vous avez vu qu'il y a des insatisfactions. Il y a également des zones de satisfaction, c'est-à-dire l'énergie, la santé et sur les routes. Ce sondage d'opinion qui a touché les 13 régions du Burkina Faso a concerné 2506 personnes âgées de 10 ans et plus, dont 52,1% de femmes et 47,9% d'hommes. Parmi elles, 73,4% ont déclaré qu'elles voteront certainement aux prochaines élections. 10,4% vont peut-être voter et 4,1% sont sans avis. Pour ce qui est de la présidentielle à proprement parler, il ressort que 64,9% des sondés ne savent pas encore qui voter. On en parle là sur ce plateau du 7 Info avec Anselme Somda, chargé de programme au Centre pour la gouvernance démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec nous également, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Somda, déjà, c'est vous qui avez réalisé donc, ce sondage. La démarche du sondage, toujours pas bien perçue, hein, mais ça reste un travail scientifique. Oui, le sondage reste un travail scientifique, et étant donné qu'au niveau du CGD, ce travail est confié à des ingénieurs statisticiens qui conduisent le processus. Bien entendu, il y a aussi les autres membres du personnel et des experts dans la formulation des questions. Donc c'est un travail éminemment scientifique qui fait aussi l'objet de critiques parce que vous saviez, la question de la falsification fait partie même des conditions de scientificité. Voilà. Et Karl Popper l'a dit, une science qui n'est pas falsifiable, en réalité, n'en est pas une. Donc, c'est pour dire que quand vous publiez des sondages et que des gens essaient de remettre en cause, en utilisant bien entendu des arguments objectifs, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais la méthodologie que nous utilisons ici, je dirais même pas au-delà normalement des attentes, du standard qu'on devait utiliser. Nous avions un sondage dénommé Afrobaromètre, dont l'échantillon c'est 1200. Et ce périmètre, l'échantillon remonte à 2506 personnes. Donc pour dire que c'est plus du double sur l'ensemble du territoire.
c'est plus du double même de l'échantillon qu'on utilise à Afrobaromètre. Donc pour ceux qui mettent en cause, par exemple, la question de la représentativité de l'échantillon, nous disons que nous faisons même plus que ce qu'on devait retenir comme échantillon. Et donc, quand vous utilisez un échantillon de 2506 personnes, qui reflète en même temps aussi la photographie de la société burkinabé. Parce que vous avez vu dans l'élément ici que ça fait plus de 52% des femmes sondées et 49, plus de 47% d'hommes sondés. Et en même temps aussi, il y a plus de jeunes qui sont sondés. Et à côté, le monde rural est plus sondé que le monde urbain, puisque notre population est majoritairement rurale. Donc quand vous faites le point, la stratification est faite de sorte à ce que ça représente représente la société burkinabé dans sa globalité. Et donc, quand vous finissez de collecter de telles informations, il y a aussi un élément qui ressort chaque fois. Les gens disent le CGD a attribué. Nous tenons à dire que ce n'est pas le CGD qui attribue la note. Les 4,53 du président ne sont pas attribués par le CGD. C'est des opinions recueillies auprès des citoyens et citoyennes burkinabés. Donc c'est une note attribuée par des burkinabés ayant une capacité électorale. Puisque pour être sondé, c'est à partir de 18 ans. Donc c'est quelqu'un qui peut être électeur qui est sondé. Et ça ne tient pas compte de la couleur politique? Non, pas du tout. Voilà. Il faut le soutenir. Siaka Coulibaly, de plus en plus, est-ce qu'on peut dire que les sondages, ça devient de plus en plus une culture au Burkina? On commence à l'accepter. Oui, pour le Burkina, sinon vous savez très bien que les sondages font partie intégrante des principes démocratiques dans les pays de vieille démocratie. Donc c'est chez nous peut-être que jusque-là on n'avait pas tellement recours à cet outil-là. Mais notamment maintenant, sur la politique, sur la matière politique, c'est vrai que... Notamment sur la gouvernance. Donc de plus en plus, effectivement, on commence à accepter que cet outil intervienne pour donner des orientations sur ce que pensent les Burkinabés sur la gouvernance de leur pays. Je ne reviendrai pas sur les aspects méthodologiques sur lesquels Anselme s'est épanché, étant donné que c'est un sujet sur lequel on ne va pas finir d'épiloguer. Hein. Et d'ailleurs, il faut dire que les réactions sont des systèmes de confirmation de l'outil, dans la mesure où si la note avait été de 7, les mêmes acteurs qui reprochent que la note a été de 5, de 4, auraient été très heureux. Donc c'est pour dire que ce n'est pas nécessaire de revenir sur les aspects méthodologiques. En revanche, il faut plutôt se pencher sur les valeurs que dégage le sondage. La première des valeurs, c'est qu'il y a une constance. Depuis que le périmètre a commencé à être émis, on voit que la note n'est pas loin des premières notes qui ont été attribuées. Je crois qu'il a commencé autour de 5 et quelques. Et progressivement, en fonction de l'évolution de la situation, qui est très objective, sur le plan sécuritaire, le plan politique, sur le plan économique, sur le front social, on a vu qu'il n'y a pas eu de modifications positives, sensibles, permettant d'infirmer les notes telles qu'elles elles sont sorties jusqu'à présent. Donc on peut dire, quelque part, effectivement, la note est plus ou moins conforme à reflète la réalité. Reflète la réalité, et c'est ce que les populations ressentent. Donc ces valeurs-là, il faut les prendre en considération. Ensuite, la note elle-même, c'est vrai qu'elle est utilisable au niveau des partis politiques. Hein, l'opposition sera heureuse donc de dire oui, effectivement, c'est ce que nous avons toujours dénoncé. C'est un argument. C'est un argument, et le pouvoir également va s'expliquer. Et bon, je crois qu'on reste toujours dans le caractère démocratique de l'exercice, hein, qui permet de prendre en compte les opinions des populations. Ça permet aux uns et aux autres de se positionner, de se donner des arguments également sur la gouvernance telle qu'elle est perçue par les citoyens. Oui, Somda, visiblement, même en milieu rural, la confiance s'est quelque peu effritée. Tout à fait, et c'est même constant aussi, parce qu'en 2019, on avait constaté que c'est même dans le milieu rural que la confiance était le plus effritée, ce qui était une première depuis que nous réalisons les sondages. Et cette tendance s'est confirmée, même si on a vu le milieu urbain revenir,
voilà, au-dessus du milieu rural. Mais toujours est-il que le mécontentement demeure dans le milieu rural, à l'instar de ce que les sondages de début 2019 avaient déjà démontré. Aussi, il y a une chose que je tiens absolument à souligner dans cette émission. Le sondage, comme le grand frère l'a souligné, doit servir d'outil d'aide à la décision. C'est bien qu'à chaque sondage, qu'on puisse épiloguer autour des résultats, que des questions d'ordre méthodologique soient posées, etc. Mais nous voulons rassurer tous ceux qui nous écoutent, au CGD, les données sont sacrées. Et ça, depuis le professeur Loada jusqu'à aujourd'hui au docteur Thomas Ouedraogo, les données sont sacrées. On ne badine pas avec les données. C'est pour dire que ce que nous recueillons sur le terrain, c'est ce que nous traitons et nous publions la note. Donc, on ne rentre pas dans une logique de manipulation possible. C'est sacré. Parce que quand vous réalisez des sondages, vous voulez vous ériger en institut de référence à la matière, vous devez rester très professionnel, intègre dans le traitement des données. Et nos statisticiens, en l'espèce, sont très rigoureux. Ça, c'est l'autre élément. Parce qu'on a pu voir sur le net des gens qui ont pris les résultats et l'ont modifié pour accorder la moyenne au président. C'est des bonnes guerres. Hein? Bon, c'est des bonnes guerres. Mais nous, on aurait aimé que chacun tire les conséquences de la note. Parce que chaque fois que nous publions, lorsque le président a la moyenne, la majorité s'en félicite. Quand il n'a pas la moyenne, c'est l'opposition, ceux qui sont opposés qui s'en plaignent, etc. Et tout ça, c'est ça le jeu démocratique. Voilà. Ce n'est pas fait pour contenter quelqu'un, on le fait pour que ça serve d'outil d'aide. Que le président, au regard des points d'insatisfaction, parce que le sondage, il faut le rappeler, le questionnaire est élaboré sur la base des engagements du président du Faso. Et nous avions décidé de mettre ensemble, avec une quinzaine d'organisations de la société civile, cet outil dans le cadre du Présimètre, pour qu'on puisse suivre la mise en œuvre des engagements du président en allant du principe qu'on ne va plus voter et retourner s'asseoir et attendre au bout de 5 ans pour repartir voter. Donc, le monitoring de la mise en œuvre des engagements du président s'est concrétisé à travers cet outil qu'est le Présimètre et qui est d'ailleurs apprécié aujourd'hui même à l'international. Nous avons eu l'occasion de présenter ça aux Nations Unies, à New York, qui a trouvé que c'était un outil assez performant. C'est vrai, ça n'a pas commencé au Burkina, mais l'expérience a montré que ce qu'on fait au Burkina ici a été plus ou moins réussi qu'au Nigeria où ça a commencé avec le boirimètre ou au Sénégal avec le maquimètre. Mais le Présimètre burkinabé a pu prouver, en tout cas, a pu faire ses preuves, et même à l'international. Et c'est ce qui nous réconforte que c'est même quelque chose qu'il faut absolument reconduire après même les élections de 2020, parce que ça aide justement les citoyens à mieux assurer le suivi citoyen de l'action publique. Seka Coulibaly, c'est vrai, réconfortant, mais on vous dira que, notamment nous, la majorité, que ça reste un sondage. Ce n'est pas forcément, ça ne se traduit pas forcément dans les urnes. Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a dit, ça, on en revient encore au caractère méthodologique, scientifique du Présimètre. Mais ce sont des arguments, je crois que, comme on l'a déjà signifié, chaque acteur l'utilise selon son intérêt. Et pour revenir en tout cas à l'objectivité de la note qui est sortie récemment, 4,53 sur 10. Il faut dire que moi, j'estime que c'est quand même assez objectif, dans la mesure où, si vous prenez le premier semestre 2020, donc janvier à juin, période sur laquelle donc, le sondage a été réalisé, on se rend compte qu'au-delà des secteurs habituels sur lesquels le gouvernement était déjà en difficulté, sécurité, front social, politique, il s'est ajouté cette dimension de la santé, avec la nouvelle maladie qui a eu lieu, COVID-19. Et qui a donc amené le gouvernement à adopter des mesures qui ont pour la plupart été critiquées par les populations. Si vous voyez toutes les principales mesures que le gouvernement a adoptées pour gérer la crise du coronavirus ont été contestées par les catégories de population. Les marchés ont été ouverts sous la pression, les mosquées également sous la pression, les travailleurs de la nuit avec le couvre-feu, ainsi de suite. Et là, ça montre qu'il y a une insatisfaction des populations par rapport aux mesures qui ont été adoptées. Pas qu'elles n'aient pas été objectives. Le gouvernement a bien eu
des arguments pour prendre les mesures, mais le ressenti des populations vis-à-vis de ces mesures-là, je pense, a été assez peu favorable au gouvernement. Ce qui peut être une explication de ce que cette note-là est une régression par rapport à la note précédente. Donc, en plus de cela, il y a cette question du pouvoir d'achat, parce que les mesures qui ont été prises autour du coronavirus ont un fort impact économique, pas seulement au Burkina Faso, partout dans le monde. Aujourd'hui, que la crise, l'essentiel de la crise est derrière nous, des voix s'élèvent partout, notamment en France, vous voyez que le gouvernement est attaqué de toutes parts par rapport aux mesures du confinement strict qui a été adopté et ses conséquences sur le monde économique. Donc, dans notre contexte, par exemple, la suspension des transports interurbains a réduit la circulation entre les campagnes et les centres urbains, de telle sorte qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été touchés paralysés. Ce qui fait que vous le vouliez ou non, que le gouvernement le veuille ou pas, il y aura une baisse du pouvoir d'achat des populations et qui va certainement se ressentir lorsqu'ils sont interrogés sur la gouvernance du pays. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans la note qui a été obtenue. L'autre aspect aussi dans les sondages, c'est parfois aussi la sincérité des opinions. Oui, ça c'est, surtout dans nos contrées, c'est une donnée relativement constante. Vous pouvez administrer un questionnaire, parce que nous sommes tous passés par là. J'ai été enquêteur pendant longtemps au CGD avant de devenir chargé de programme. Vous pouvez pendant tout un questionnaire demander à quelqu'un, c'est même le cas du président, vous demandez à la personne, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de la question sécuritaire? La personne est révoltée, il dit non, c'est une situation catastrophique. Vous lui demandez côté santé, elle dit elle n'est pas satisfaite. Vous lui demandez côté éducation, côté eau, accès à l'eau. Sur toute la ligne, pendant le questionnaire, la personne se plaît. Et à la fin, vous lui demandez, si vous devez noter le président sur 10, quelle note vous allez lui attribuer? Et la personne te dit, par exemple, 8. Alors que pendant sur plus de 38 questions, sur tous les secteurs, la personne s'est montrée insatisfaite. Donc quand vous regardez les points de satisfaction et les points de satisfaction en rouge, vous voyez que c'est l'extrême. Mais quand vous prenez le résultat final, 4,53, vous voyez que c'est finalement presque la moyenne. Alors que sur toute la ligne... On est généreux quand il s'agit de donner la note. Voilà. Il y en a même qui donnent 10. Donc, quelqu'un qui se plaît, mais à la fin, qui dit non, 10. Il n'est pas satisfait, mais il espère que les choses vont peut-être changer. Voilà, bon, et justement, nous essayons de capter aussi justement les espoirs. Parce qu'il y a des secteurs où on demande, par exemple, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont c'est géré? Et la personne donne une réponse. Après, on te demande, est-ce que tu penses que? Et la personne te dit, oui, je pense que ça va se résoudre. Voilà, par exemple, une femme qui te dit, je n'ai pas accès à l'eau potable, je ne suis pas satisfaite. Je suis loin, par exemple, de la bonne fontaine. Mais à la fin, elle te dit, non, elle espère que le forage va se rapprocher. Voilà, donc, pour revenir un peu, par exemple, sur le cas de la crise, la maladie de la Covid, ouais, c'est ça l'avantage des sondages. C'est l'un des premiers sondages qui sort et qui capte la perception des citoyens par rapport à la gestion de cette pandémie. Et ça fait 37,7% la note. Et ça, c'est un élément important. Mais quand vous prenez également un secteur comme la justice, c'est pour dire, comme un peu Cheikh Allah l'a souligné tantôt, il y a des moments où, quand vous tendez un micro à quelqu'un, la personne, en fonction de l'actualité, là, peut être influencée. Quand vous prenez la justice, la note de la justice s'est améliorée à ces derniers sondages. Mais la plupart du temps, vous disent, non, c'est le cas Bouddha qui les réconforte que la justice est en train d'acquérir. Donc, vous voyez, donc, des éléments comme ça peuvent facilement influencer une étude. Donc, des gens qui te donnent une note, par exemple, la justice était à 38, aujourd'hui, elle est autour de 40, il prend de 10 points de plus. Donc, ce qui veut dire que si demain Bouddha est libéré, ça peut changer. Exact. Si demain Bouddha est libéré, vous tendez le micro, les mêmes personnes vont descendre encore la justice. Donc, c'est pour dire que c'est en fonction de l'actualité aussi, quand vous sortez sur le terrain pour
capter ces opinions-là en fonction de l'actualité, ça joue aussi sur les notes. Donc, que ce soit la sécurité ou bien la question relative à la gestion de la crise de la pandémie de la Covid, ou bien quand vous prenez aussi la question des déplacés internes, ou bien on a adressé la question de la gouvernance des ressources minérales, où c'était une insatisfaction totale sur toute la ligne, et les gens vous disent clairement que non, on est en train de brader les richesses. Et ça s'explique par quoi? C'est les différents scandales que Charbon fait, etc., qui expliquent aussi cette note à ce niveau. Pour terminer, Siaka, qui votait? Là aussi, on se rend compte que c'est l'imprécision. Les gens sont indécis à quelques mois de la présidentielle. Oui. Quand bien même l'insatisfaction est là, on est indécis. Je pense que c'est assez normal dans la mesure où les investitures n'ont pas encore été terminées. C'est vrai qu'on a déjà des grandes... Quelque part aussi parce que même si on est insatisfait, l'offre politique en face au niveau de l'opposition peut-être... Oui, c'est ce que je dis. Notamment au niveau de l'opposition, on n'a pas encore terminé avec les manifestations d'intérêt pour la présidentielle. On a juste peut-être le CDP qui a désigné son candidat. On attend encore au niveau de l'UPC, des principaux partis. L'UPC, c'est naturel. Oui, c'est naturel, on le sait, mais il faut une formalisation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore, si vous voulez, le dernier grand combat qui va opposer les principaux ténors de la scène politique. Voilà. Ce qui fait que, effectivement, pour l'instant, le citoyen n'est pas encore décidé. Mais en plus de cela, il y a aussi, c'est peut-être là où le sondage peut-être pourrait aller les fois prochaines, le lien entre le citoyen et la politique comme le moyen de changer ses conditions. Est-ce que les populations considèrent la politique comme la voie par laquelle on peut changer la situation? Et ça, c'est un lien spécifique qu'il faudrait étudier pour qu'on voit, est-ce qu'on considère encore les acteurs politiques comme étant ceux qui vont vraiment, et le taux de confiance que l'ensemble des acteurs politiques reçoivent de la population. D'accord. On aurait eu en ce moment une idée de pourquoi les gens n'ont pas encore été décidés. Oui, pour terminer. Oui, pour terminer, effectivement, sur la question électorale, nous constatons qu'il y a 64% des sondés qui disent qu'ils ne savent pas qui voter. Et ça, c'est une donnée assez importante. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'indécis. Il va falloir convaincre. Voilà, il va falloir convaincre. Et je ne saurais terminer sans aussi, bien sûr, remercier les partenaires techniques et financiers grâce auxquels, justement, nous réalisons ce sondage. Je pense à l'ONG Diaconia. Je pense également à l'Union européenne, à l'ambassade de Suède, l'ambassade du Danemark, la Suisse également. Et dire que nous sommes sur le point de réaliser encore un autre sondage, cette fois-ci pour capter, très bientôt, pour capter les besoins des populations que nous allons justement reverser dans l'espace public pour permettre aux différents candidats de pouvoir justement bâtir un programme autour de ces priorités-là. Donc ça, c'est un sondage qui va bientôt être conduit. Enseignant Anselme Somda, chargé de programme CGD, merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. Louis pense avoir la solution justement pour les Burkinabés. Vision Burkina, c'est son nom, un nouveau parti politique créé par le journaliste Do Pascal Sessouma, ancien présentateur à la télévision nationale. Il entend briguer justement la magistrature suprême en novembre prochain. Vision Burkina, un parti qui veut rompre avec tous les modes de gouvernance pratiqués au Burkina Faso de l'indépendance à nos jours. Si prôner la rupture peut sembler comme du déjà entendu, le visage du fondateur du parti est plutôt nouveau en politique. Do Pascal Sessouma, ancien journaliste à la télévision nationale, vient de franchir le pas. Avec ses camarades, ils veulent construire un Burkina nouveau, engagé sur le chantier du développement à travers la promotion de la paix. Vision Burkina est un parti d'obédience pacifiste qui, une fois au pouvoir, va supprimer l'armée, considérée comme budgétivore, raser les casernes et vendre les armes du pays sur le marché international. L'armée, là, oui, elle a son sens dans les pays riches. Si vous êtes un pays riche, que vous pensez protéger votre richesse, oui, vous pouvez avoir une armée. Mais quand on est pauvre, que même l'eau là manque même pour les populations, l'eau qui est l'élément vital, il n'y en a même pas. Vous allez prendre 200 milliards pour l'armée, pour des militaires matériels de guerre, alors que ça peut servir à autre chose comme l'eau, la santé, l'éducation. Nous avons fait ce choix. On a vu ça ailleurs. Moi, j'ai vu ça ailleurs, dans d'autres pays. C'est parce que j'ai vu ailleurs que ça a fonctionné. C'est ce que je viens proposer aux Burkinabés. Pour le moment, nous sommes attaqués. Il faut qu'on se défende. Mais ça ne va pas durer quand même. Ça va s'arrêter à un moment donné.
Et j'ai foi, nous avons foi, nous, à Vision Burkina, que très bientôt, nous allons chasser ces gens-là hors de notre territoire. Un mode de gouvernance qui sera proposé au Burkinabé dès novembre prochain. Car cet ancien journaliste et désormais homme politique compte bel et bien se présenter aux élections générales prochaines. Il veut apporter le changement, car les gouvernants actuels n'auraient vendu que du rêve au peuple burkinabé. Pour que cesse cette imposture, comme il le dit, il faudrait que les élections se tiennent à bonne date. Le débat actuel n'a pas sa raison d'être. Que dit la Constitution? Nous sommes respectueux de la Constitution. Nous allons la respecter. Les élections auront lieu en novembre et elles auront lieu en novembre. Point barre. Le Mali, est-ce que nous sommes dans la même situation que le Mali? Ils ont tenu des élections, eux. Et puis comme ça, à cette allure-là, on ne pourra jamais les tenir. Parce qu'il y aura toujours un problème qui va se poser à un moment donné. Donc on va aller de transition à transition. Moi, je ne suis pas pour les transitions. Je ne suis pas pour ça. Nous avons connu une transition, nous savons ce que ça nous a amené. Moi, je n'en veux pas. C'est au sein du chef de file de l'opposition burkinabé que Vision Burkina compte mener son combat. Et d'ores et déjà, il a tout le soutien du premier responsable de l'institution, Zéphirin Diabri, dont Pascal Sessouma devrait être investi par son parti le 4 juillet prochain à Bobo-Dioulasso lors du congrès. La santé à présent, la bonne nouvelle de la semaine. Il ne reste plus que 40 cas actifs de Covid-19 au Burkina Faso, tous à Ouagadougou. Les autres régions ont pu se débarrasser de la maladie qui n'a pas fait de victimes depuis près d'un mois maintenant. L'équipe nationale de riposte s'en satisfait, mais n'entend pas baisser la garde. Aucun décès lié à la Covid-19 depuis 4 semaines. Seulement 2 cas positifs diagnostiqués au cours de cette semaine et 0 cas à la date du 11 juin. La pandémie est en train de retomber à son niveau le plus bas. Elle est même en train d'être circonscrite à la seule région du centre. Actuellement, c'est la région du centre qui est la seule région active. Donc tous les autres foyers se sont donc éteints. Parce qu'à Bobo, nous avions depuis la semaine passée des cas, mais les derniers cas ont négativé depuis le jeudi passé. Donc c'est la région du centre seulement où nous avons donc les cas actifs. Donc nous avons les 40 cas actifs donc, au niveau de la région du centre. La garde ne doit cependant pas baisser. C'est pourquoi le comité de riposte opte pour les dépistages volontaires. 9088 échantillons ont été testés à ce jour. Nous allons ouvrir donc, le dépistage donc, aux volontaires, aux personnes volontaires qui veulent se dépister, notamment dans les CSPS, donc le CM de Porbi, le CSPS 15 de Bogodogo. Nous avons également le CM donc, de Signogué, le CM de Kosodo. Les centres de tri que nous avons mis à ce niveau, nous allons les ouvrir donc, au dépistage volontaire. Et également les centres de tri que nous sommes en train de mettre dans les régions, nous allons rendre effectif le dépistage volontaire, ce qui veut dire que ceux qui voudront se faire dépister ou qui pensent qu'ils ont la maladie, ils pourront venir donc se faire dépister à ce niveau. Le comité de riposte met également l'accent sur l'engagement communautaire pour susciter une implication générale de la population, seul gage pour éviter tout rebond. Docteur Amadou Diko est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous êtes chirurgien au centre hospitalier régional de Fadangourma et membre de CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina. C'est bien ça. La bonne nouvelle donc pour le Burkina Faso, la Covid-19 en passe d'être endiguée. Quelles leçons en tirer? Merci. Je pense que pour ce qui est de la leçon à retenir, au niveau du CIMEB, c'est surtout un sentiment de juste féliciter et de se réjouir pour cette bonne évolution. Et surtout au niveau du CIMEB, c'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance, en ce sens que nous avons eu la chance de la prise en compte de certaines de nos préoccupations au niveau qui sont contenues dans la déclaration de la F-Santé, qui ont été prises en compte. Et il faut dire aussi que les mesures fortes qui ont été prises par le chef de l'État, à savoir la mise en quarantaine de certaines régions et aussi le couvre-feu, ont certainement permis de circonscrire cette pandémie. Et il faut dire aussi que sans ces différentes méthodes, sans ces différentes mesures, nous pensions que
au regard de l'obsolescence de notre système de santé, on allait peut-être assister à un véritable hécatombe. D'accord. Donc, quelque part, vous félicitez justement la gestion au finish. Bon, oui. On salue vraiment. Il y a certaines mesures que nous saluons. Et il faut dire que cette pandémie est venue mettre à nu notre système de santé, qui, en ce sens que, et ça nous permet aussi de voir l'impérieuse nécessité d'avoir un plan d'équipement, de réhabilitation de nos hôpitaux. Voilà, donc c'est pour cela, au niveau du CIMEP, nous avons proposé des capacités, l'ensemble des structures de santé, pour ainsi permettre la gestion routinière de ces cas, parce que vous savez que le phénomène de rebond est toujours possible. Pour qu'à tout moment, nos différents centres de santé soient même justement d'apporter les réponses aux populations qui viennent. Justement. Le gouvernement a aussi annoncé cette semaine la fin des réquisitions. On se souvient qu'au tout début, le CIMEB aussi était vent debout contre ces réquisitions. Et à partir donc de ce dimanche, c'est fini pour les réquisitions. On suppose que là aussi, c'est une bonne nouvelle que vous appréciez. D'accord, merci. Là, il faut que, comme vous l'avez rappelé, on a toujours été opposé à ces réquisitions, en ce sens que cela crée un précédent. Et donc, actuellement, avec la mise en fin de ces réquisitions, nous nous posons la question aujourd'hui, comment se fera la prise en charge des éventuels cas dans notre pratique routinière. Donc, vous savez que dans certains pays, ils ont opté pour une motivation générale. Voilà, donc... parce que là, c'est vrai qu'on aurait pu impliquer tout le monde dès le départ. C'est vrai qu'il y a eu des réquisitions, donc avec des primes qui vont avec. Désormais, il n'y a plus de réquisitions. Est-ce qu'il faut généraliser les primes ou alors vous faites votre travail comme d'ordinaire? C'est aussi la question. C'est la question qui reste posée. D'accord, on attendra de voir à ce niveau justement. Alors, il y a des risques, quoi qu'on dise, il y a encore des risques de rallumer le foyer burkinabé quand on regarde tous nous, les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire qui est à plus de 200 cas par jour ces derniers temps, c'est aussi ce constat. Rien que ce vendredi, on était à 280 cas enregistrés. Il y a aussi le Ghana voisin aussi qui aussi connaît quand même un rebond, 10 000 cas pour le Ghana. On sait aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a revu la mesure portant donc autorisation donc, de regroupement. Ça passe désormais de 200 à 50. Alors, on se demande si aussi avec la perspective de réouverture des frontières, il n'y a pas de risques, justement. D'accord, merci. Effectivement, la situation elle est préoccupante en ce sens que nous sommes conscients qu'il faut relancer l'économie à travers la réouverture des frontières, ce qui va permettre la libre circulation des personnes et des biens. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi cette possibilité comme vous le dites, de rebond. Voilà, donc c'est pour cela qu'au niveau du CIMEB, nous avons fait 2 propositions. Premièrement, à savoir... Et nous proposons que pour toute personne non résidente qui désire venir au Burkina Faso, que cette personne puisse prendre en charge les deux semaines de son confinement. Voilà. Et ensuite... Ça veut dire que ça ne soit pas aux frais de l'État. Non, que ça ne soit pas aux frais de l'État. Donc nous pensons que cela pourrait décourager un peu, dissuader un peu cet afflux massif vers le Burkina Faso. Et deuxièmement, c'est d'opérationnaliser la GSP, parce que nous pensons que cela permettrait de recentrer les soins sur les hôpitaux de district, et toute chose qui pourrait, de manière synergique avec les CHR et les CHU, pour essayer de manière pour aboutir à une bonne résilience. D'accord. Vous parlez justement de l'AGSP, qui est l'Agence de gestion des soins primaires. Hein, c'est bien ça. Alors, vous avez revendiqué son opérationnalisation. On a vu aussi que cette semaine, il y a eu la bonne nouvelle. Le gouvernement, le Conseil des ministres, a nommé un directeur général. Ça aussi, c'est une satisfaction. Oui, effectivement. Mais pour notre part, il faudrait que nous disions que... par principe, le CIMEB, vous savez que le CIMEB ne s'ingère pas dans le principe de nomination des agents au niveau des différents postes de responsabilité. Donc, sur ce qui est de la personne nommée, nous n'avons rien à dire sur la qualité de cette personne.
Cependant, nous pouvons nous réjouir parce que nous voyons dans cette nomination comme un début de solution au niveau de la GSP. Voilà, parce que, mais comme je le disais tantôt, vous conviendrez avec moi que la nomination d'un directeur général et la constatation effective de l'incidence financière de la fonction publique hospitalière, entre ces deux choses, il y a un grand fossé. Donc c'est pour cela que nous ne dormons pas sous nos lauriers, que nous allons toujours rester sous nos gardes. Et en rappel, jusqu'à nos jours, il faut dire qu'au niveau de la GSP, sur 24 000 agents concernés, il n'y a que 4,5% des agents qui ont constaté une incidence insidiaire et puis quelques indemnités. Donc c'est pour cela que nous appelons vraiment le ministère de la Santé à accélérer le processus d'opérationnalisation de cette AGSP. À travers, et nous proposons ici, c'est de détacher environ 80% des agents de notre DRH santé centrale au niveau de la GSP, toute chose qui pourrait permettre d'accélérer voilà, la production des actes de reversement et de détachement des agents de santé. D'accord. Alors, vous êtes chirurgien au CHR de Fada, comme je l'ai dit. Lors de la conférence de presse récemment du procureur sur l'affaire de Tangual Bougou, votre nom a été cité par les autorités judiciaires. Avez-vous fait une constatation des corps? On sait que l'autopsie, ça n'a pas encore été réalisé. Merci beaucoup pour cette occasion. Et comme l'a signifié le procureur au cours de sa conférence de presse, il faut retenir que les médecins du CHR n'ont fait aucun examen de corps ni d'autopsie. Voilà, donc il faut retenir cela. Nous n'avons pas examiné, il n'y a pas eu d'autopsie, comme le procureur l'a signifié. Donc, mais comme c'est un dossier qui est toujours en instruction, je pense que je vais m'en tenir à ces propos. Mais vous n'avez pas fait d'autopsie? Non. Vous avez fait les constatations, non? Justement, juste un constat, nous avons constaté des corps, mais nous n'avons pas examiné. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu la polémique autour de ça, mais ça reste un dossier en cours. En la matière, comment la réquisition se fait par les OPJ, justement, les officiers de police judiciaire? D'accord, merci encore. Je pense que ça, c'est une occasion pour nous de souhaiter l'amélioration des documents de réquisition. Parce que le constat actuel, il faut dire que la formulation est à revoir. Parce que quand vous dites, quand vous mettez sur une réquisition le médecin-chef d'un CHR, c'est une personne qui n'existe pas au niveau du CHR. Donc, nous pensons qu'il faudra qu'il y ait, nous préconisons vraiment au niveau du CIMEP, une véritable concertation entre, d'une part, le bureau du procureur avec les officiers de police judiciaire et les municipalités qui sont en charge de la gestion des différentes morgues au niveau des hôpitaux. Et d'autre part, les hôpitaux eux-mêmes avec les spécialistes, notamment les médecins légistes. Une concertation pour mieux formuler. Pour mieux formuler, voilà, pour mieux mieux vraiment redéfinir les choses et puis formuler les choses. Alors pour terminer, votre CHR se porte bien? Bon, le CHR de Fada. Le CHR de Fada, à l'instar des autres CHR du pays, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et la liste, elle est vraiment longue. Et pour ce qui est du cas spécifique de Fada, il faut dire qu'à ce jour, nous n'avons pas de scanner, nous n'avons pas de médecin radiologue, et nous avons la versatilité des locaux et du matériel, il faut dire. Et ensuite, nous avons l'absence de certains bureaux, d'autres médecins. Il y a des médecins qui, vous savez que le CHR a actuellement connu l'affectation de plusieurs de médecins spécialistes. Donc, il y a certains médecins qui se retrouvent sans bureau, et sans oublier aussi l'absence de certains endroits de toilettes fonctionnelles. D'accord. Voilà. Merci, docteur Amadou Diko, chirurgien au CHR de Fada Ngourma et membre du CIMEP, d'être passé dans cette info ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Seka Coulibaly, justement sur cette question, ça reste là, la crise, on est en passe d'en sortir justement, en espérant qu'il n'y ait pas de rebond, mais ça pose véritablement le débat sur la réhabilitation, la capacitation, c'est-à-dire le renforcement des capacités justement de nos CHR, c'est bien ça? Oui, tout à fait.
Là, on a vu que ce que les syndicats de la santé ont toujours évoqué, à savoir la dotation des moyens substantiels au système de santé, c'est révélé par la maladie que nous sommes en train de connaître maintenant. Et il vient de signifier encore certains points sur lesquels il va falloir mettre les moyens. Mais pour revenir aux résultats, je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que le nombre de cas est en grande diminution par rapport aux autres pays voisins comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que très certainement, il y a des explications à cela. Tout à fait. Je pense que la Côte d'Ivoire ou le Ghana ont atteint peut-être une phase de dépistage généralisé, massif, ce qui permet d'avoir plus de cas que par le passé. Et comme vous le savez, chez nous, on vient juste d'annoncer que les tests vont se faire dans les différents centres de santé, etc. Peut-être qu'on aura un peu plus de cas qu'aujourd'hui, parce qu'on va tester plus. Et là, on va donc vers le mot d'ordre que l'OMS avait donné au début de la pandémie, en disant que pour elle, la solution, c'est tester, isoler, traiter. Donc, en suivant ces protocoles, on aurait été peut-être plus efficace dans la gestion de cette pandémie-là. En tout cas, il est clair aujourd'hui, comme l'ont dit les autorités, les autres régions ne connaissent plus de cas. Il reste que la région du centre, mais toujours est-il que les populations, désormais, la levée de la quarantaine fait qu'il y a un mouvement de population, et donc il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant, parce que comme le disent tous les médecins partout dans le monde, la deuxième vague est possible, et que le virus est toujours en circulation. Comme c'est une maladie émergente, elle est toute nouvelle, on ne sait pas bien comment cette maladie se comporte. C'est vrai qu'elle a une saisonnalité d'elle-même. Donc, il se peut que dans quelques mois, on assiste à un retour de la maladie. Il se peut aussi que la maladie ne revienne plus jamais. Donc, toutes ces questions, on ne peut pas y répondre définitivement aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut se féliciter que la maladie ait régressé, mais en même temps, rester très vigilant en faisant, comme l'a dit le médecin ici, les efforts qui doivent être déployés auprès du système de santé, de sorte que nous disposions des moyens pour faire face à cette pandémie, à ce type de pandémie. Et c'est là où on a pu déplorer qu'au lieu qu'on centralise le traitement de la maladie dans un seul centre au niveau de Ouagadougou, qu'on puisse permettre à tous les centres de santé de au moins participer au dépistage, ce qui aurait peut-être permis d'avoir plus de cas en statistiques, etc. etc. Mais l'essentiel est qu'on ait pu juguler le pic de la maladie et que les autorités en tireront les conséquences, de sorte que pour le futur, on n'est pas encore à subir ce type de situation-là. Et voilà. On parlera de culture dans un instant avec le chorégraphe Serge-Aimé Coulibaly qui sera avec nous tout à l'heure. Quand on ne voit pas les dents blanches, une danse de nègres au pays des hommes intègres. C'est un peuple qui craque en une nuit blanche, une danse de tract que personne ne flanche. Un peuple qui craque en une nuit franche, une danse d'attaque. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe à l'attaque d'accord et c'est tout le pays qui s'affole. On ferme les écoles, on sort les pancartes et les banderoles. Partout dans la ville, il y a dans l'air de l'excitation. La place de la nation deviendra place de la révolution. On passe à l'attaque, mort aux vaches et aux tyrans d'abord. Aux ennemis du peuple, à la bourgeoisie comprador. On sait ce qu'on veut, allez leur dire que vivre en révolutionnaire, c'est mourir en révolutionnaire, les armes à la main. On passe à l'attaque après une nuit blanche. Une danse de black dont on ne voit pas les dents blanches. Eh bien voilà, Nuit Blanche à Ouaga, Kirina, Kalakuta, République.
Des créations majeures du danseur, chorégraphe, formateur Serge Aimé Coulibaly. Il est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Oui, en tout cas, merci de m'avoir C'est un plaisir en tout cas de vous avoir. Grâce à la danse, à la chorégraphie, vous faites le tour du monde, hein, il faut le dire, c'est bien ça. Oui, depuis des décennies maintenant que ça dure, vous vendez l'image de ce pays, le Burkina Faso. Avez-vous l'impression justement qu'en retour, le pays vous est reconnaissant par rapport à ça, en tant qu'ambassadeur? Non, je pense que d'abord notre métier est mal connu, c'est-à-dire au Burkina Faso. C'est-à-dire que même quand on dit chorégraphie, il y a très peu de gens qui nous regardent maintenant qui peuvent avoir une image exacte. On ne sait pas qu'est-ce qu'on rapporte réellement au pays, on ne sait pas. Et effectivement, comme vous l'avez dit, si je prends l'exemple de l'année passée seulement, il y a plus de 30 000 spectateurs qui nous ont vus à travers le monde, c'est-à-dire que sur les 5 continents. Donc, donc c'est l'image du Burkina, évidemment, parce que les gens, on les fait rêver dans un pays, parfois des gens qui n'ont jamais entendu même parler du Burkina Faso. Mais tout d'un coup, le Burkina les fait rêver par un spectacle. Et donc, c'est vrai qu'il y a un travail de médiation à faire entre nous et nos gouvernants et aussi avec le peuple aussi, en fait. Oui, et sans compter qu'il y a Ankata pour transmettre justement, pour aider les plus jeunes du côté de Bobo. Oui, c'est ça, à un moment donné, parce que tous mes spectacles, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, la Nuit Blanche à Ouagadougou, sont toujours un peu critiques par rapport à la politique, par rapport même à la gestion du pays. Et c'est-à-dire qu'au lieu de passer mon temps à critiquer avec des pièces, avec des choses, j'ai dit, OK, je vais essayer de faire ce que moi, à mon tour, pour les jeunes, pour les plus jeunes. Donc, du coup, j'ai créé un centre qui accueille des artistes en résidence pour chercher. Je forme des jeunes pendant 3 ans. Il y a plein d'activités. On fait un événement majeur sur l'Afrique comment dirais-je, j'ai fait la promotion des nouveaux talents africains dans le domaine chorégraphique un peu partout dans le monde. Donc voilà, j'essaie apporter ma pierre à la construction du pays, pas seulement mental, pas seulement artistique, mais aussi dans le concret, quoi. Concret. Et justement, quand on parle de culture, des arts, on entend plus parler des artistes chanteurs. Et pourtant, les arts de spectacle, la danse, aujourd'hui, c'est un élément qui fait voyager le Burkina, qui représente le Burkina et qui fait rentrer des ressources aussi. Exactement, ça dit que peut-être qu'on ne parle pas assez, taper à la porte du ministre de la Culture ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment que notre métier est mal connu. Je vais vous donner des chiffres, des exemples. Hein. Je prends par exemple là avec le Covid, là depuis le début mars jusqu'à aujourd'hui, nous avons, jusqu'en septembre, on a eu à peu près 30 dates annulées. 30 dates à travers, un peu partout à travers le monde. Quand on prend un spectacle comme Kirina, qui coûte 15 000 €, donc à peu près 10 millions de francs CFA. Un spectacle comme Kalakuta, ça fait à peu près 10 000 €, donc 7 millions de francs CFA. Donc je multiplie ça par 30, tout de suite, je suis à quelque chose comme près de 200 millions de francs CFA qu'on a perdu. 200 millions. Voilà. Et c'est-à-dire que, alors, quand on donne les chiffres aussi, il faut que les gens comprennent que c'est vraiment une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 personnes qui sont payées à travers chaque spectacle qu'on joue. C'est vraiment comme un produit. On l'a vu tout à l'heure, cette collaboration avec le chanteur, le rappeur Smokey. C'est aussi des danseurs. Exactement. Kirina, c'est une collaboration avec Rokia Traoré, la chanteuse. Et puis, Kalakuta, République, c'est vraiment une création où il n'y avait pas de chanteur, mais l'exemple, c'était Fela Kuti. Donc, c'était une figure politique et artistique, et en tout cas citoyenne engagée qu'on a pris. Donc, il y a toujours une grande collaboration et tout le monde n'est pas sur scène aussi. Et tout le monde, les noms de tout le monde ne sont pas visibles. Il y a les administrateurs, il y a ceux qui vendent le spectacle, il y a les chauffeurs qui roulent avec les camions pour amener le décor d'un pays à un autre, qui sont payés peut-être 3 jours pour pouvoir faire ce travail-là. Et tous, c'est de l'économie, quoi, en réalité. Et bien, comment, évidemment, on a encore du travail à faire au niveau de la politique culturelle du pays pour que nous, en tant qu'ambassadeurs, je vais parler comme ça parce que véritablement, voilà, si je prends vraiment... Parce que la plupart de vos spectacles, les représentants, c'est ailleurs. C'est ailleurs. On joue tous les spectacles qu'on a créés au Burkina. La plupart du temps, on joue une fois peut-être à Bobo, à Ouaga.
Mais comme c'est un produit artistique de très haut niveau, du coup, et avec beaucoup d'exigences. Et du coup, voilà, évidemment, et c'est un marché aussi. On va là où il y a le marché. Donc, et c'est partout vraiment dans le monde, sur les 5 continents, où on se promène avec notre travail, quoi. Vous l'avez dit, une industrie, hein, la danse, la chorégraphie, mais qui reste peu connue et je dirais peut-être peu valorisée. Peut-être aussi qu'au niveau de l'autorité politique, on n'a pas pris conscience justement de la valeur de cet art qui génère, comme vous l'avez dit, hein, beaucoup d'argent. Oui, et puis qui crée des emplois. Surtout en ce moment. Vous voyez, on va redémarrer tout là. Bruxelles Airlines ne revient plus au Burkina Faso. Oui. Pourquoi dans tous les pays africains, c'est le Burkina qu'on choisit pour que Bruxelles Airlines ne vienne plus? Cette diplomatie, non, il y a la diplomatie, mais c'est aussi, ça ne rassure pas les gens. Tout à fait. Mais nous, on permet de rassurer les gens. On permet de faire rêver les gens. Les États-Unis aujourd'hui, si les États-Unis nous font rêver, ce n'est pas à cause de Trump. C'est à cause de l'art, c'est à cause du cinéma, c'est à cause des artistes, c'est à cause de Beyoncé, c'est tout ça qui nous fait rêver. C'est tout ça qui fait que les gens, ils vendent leurs cours, ils prennent des billets d'avion pour aller là-bas. Donc nous aussi, on peut permettre d'amener des investisseurs au Burkina Faso. On peut permettre de redorer le blason, l'image du Burkina Faso à travers nos créations, à travers notre art. Donc, ce qui fait que je pense qu'il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Par qui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on a le micro. Redéfinir les choix, redéfinir les priorités, redéfinir les secteurs de la culture et des arts qui peuvent permettre au Burkina justement d'avoir des lauriers, de faire fonctionner cette industrie culturelle dont on parle. Par exemple, pour la crise de la Covid-19, justement, une trentaine de dates annulées pour vous, c'est beaucoup de millions que vous perdez. Que pensez-vous du soutien de l'État dans le cadre de cette pandémie, justement? On parle d'un milliard et quelques. Oui. On voit le débat, mais on ne vous sent pas au niveau des non, on ne nous sent pas au niveau des débats, mais vous savez, nous, on a ces... Est-ce que ça nous dit que ça ne vous intéresse pas? Non, ça nous intéresse. Moi, j'ai soumis des dossiers aussi, avec les chiffres et tout ça. Mais vous savez, comme le secteur il est mal connu, en fait, quand même, on donne les choses. On dit, mais attends, ça quitte où ça là? C'est pas possible et tout ça, parce qu'on le connaît, on ne sait même pas. Vous savez, parce qu'on ne sait pas que ça brasse beaucoup d'argent. On ne sait même pas que ça brasse beaucoup d'argent. Et aussi, nous sommes ceux qui parlons le moins. C'est-à-dire que moi, à cause du Covid, ça fait à peu près 3 mois que je suis au Burkina Faso. Mais sinon, je vous assure que je ne passe pas par 2 mois sur mon lit. C'est-à-dire que je suis toujours en voyage partout dans le monde. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps de venir taper à la porte du ministre de la Culture pour lui dire que voilà, ça va pas. Voilà, je vais ça, parce que voilà, je suis occupé à jouer, à fabriquer du spectacle par-ci, par-là, ou quand je dis du spectacle aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas vu un autre spectacle, une autre image pour montrer un peu la dimension de qu'est-ce que c'est. Hein? Parce que quand on dit danse, voilà, tout le monde dit voilà, moi aussi je sais danser et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est de la recherche, c'est de la réflexion politique. Scénario. Voilà, on participe à ce que l'esprit ne pense pas pareil. Danser, c'est aussi un message. Hein. Voilà, c'est un message, c'est une réflexion, on touche c'est un engagement. Voilà, et on touche l'âme des gens à un endroit qui est insoupçonné. Peut-être qu'il y a un travail justement aussi de formation en termes de culture de la danse à faire aussi pour les Burkinabés, parce qu'on a l'impression aussi qu'on a du mal à lire votre art. Oui, mais je pense que c'est le comprendre tout simplement, parce que vous voyez, Bob Marley, moi je connais Bob Marley depuis j'aimais beaucoup, mais je ne savais pas ce qu'il racontait. Je ne comprenais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de comprendre pour aimer, on n'a pas besoin de. Voilà, donc du coup on peut sentir la chose, ça peut nous faire voyager, donc en fait c'est juste une manière de comment il faut lire la chose. C'est comme si je m'attends à écouter du Warba, or que c'est du Zouk. Sans cela aussi que le rôle de politique, elle est importante. Siaka Coulibaly, vous écoutez ce grand danseur, chorégraphe, formateur qui fait la fierté du Burkina au niveau mondial, comme il a dit. C'est une trentaine de dates annulées pour lui et ça fait des centaines de millions, quelque chose comme 200 millions. Quand on parle d'industrie culturelle, elle est là. Oui, tout à fait. Je commence par féliciter donc le maître chorégraphe pour le travail qu'il a là-bas. On a vu donc l'exemple qui a été montré ici, il y a de la production. Et c'est du réel.
Donc il faut commencer par expliquer, je crois qu'il a évoqué ici la question de la politique culturelle du pays, qui doit comprendre en quoi consiste l'expression culturelle en ses différentes formes, la chanson, la musique, la danse, comme c'est fait, et considérer donc le travail qu'il réalise là comme un outil politique, culturel et social, et la dimension économique également qui vient d'être évoquée. Pour revenir à la question de la politique culturelle, je pense qu'il y a un léger malentendu au Burkina Faso entre les acteurs culturels et les responsables de la culture. On l'a vu, les passes d'armes qu'il y a eu entre le ministre et ces différents acteurs. Pour moi, je pense que le rôle du ministère de la Culture, c'est de mettre en place l'environnement favorable à l'expression culturelle, de sorte que la création permette à l'artiste de tirer profit de cet environnement et d'exprimer son art, tout simplement. Plutôt que de penser à de l'argent qu'on devrait remettre aux acteurs. Il y a comme une méconnaissance de l'importance de ce secteur, sa contribution à la formation du PIB. Il y a des études qui ont démontré que c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois et comme l'a dit, juste une création majeure. Chez vous, c'est beaucoup de personnes qui participent, qui tirent donc leurs revenus. Oui, absolument. Et souvent, quand je le dis, les gens n'arrivent pas. Une création, par exemple, je vais vous donner un autre chiffre, parce que c'est juste pour donner la dimension. Et la prochaine création que je vais faire, ça s'appelle Wakat, donc qui parlera terrorisme, un peu avec tout ce qui se passe. Wakat, là, en ce moment. Le budget de la création, c'est à peu près de 250 millions. Juste le budget pour créer le spectacle. Parce que quand on crée le spectacle, c'est plusieurs personnes qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir penser le spectacle pour que ça atteigne un certain niveau. Voilà, parce que nous sommes sur un marché mondial de l'art. On n'est pas seulement, c'est pas un marché vraiment local. Et pour conquérir le monde, il faut mettre les moyens qu'il faut. Et nous, on a de la chance, évidemment, qu'on nous fait assez confiance pour nous donner les moyens pour fabriquer ces produits-là. Et finalement, ces produits, la multiplication est très simple. Hein? On le multiplie par le nombre de spectacles. Si tu arrives à jouer 100 fois, tu multiplies par le cachet. Mais très vite, vous avez dépassé voilà, vous avez épongé carrément l'argent qu'on a mis dedans pour créer. Mais c'est rentable, il faut le dire. Justement. Voilà, c'est clair. Et Kalakuta République, qui est notre spectacle qui tourne le plus dans le monde, on a à 122 dates. Et on a, avec le Covid, comme il y a eu des annulations, du coup, on a des dates jusqu'en 2021. Mais 122 dates, je vous laisse faire le calcul très simple. Hein? et non seulement, il y a ce qu'il faut considérer en termes d'économie, parce que je pense que quand on parle culture, là, moi, je ne vais même plus m'attarder encore sur qu'est-ce que ça apporte artistiquement, mentalement et dans la société, parce qu'on parle toujours en termes d'économie. Alors, je vais parler économie aussi. Économie, surtout. Voilà. Je vais parler économie aussi. C'est-à-dire que non seulement, nous, quand on présente le spectacle, le nombre de gens qui ça fait rêver, ils veulent venir au Burkina Faso. Il y a les acteurs qui sont dans le spectacle, qui, eux, à leur tour, font vivre, je ne sais pas, des dizaines de personnes. Moi, à un moment donné, de ma vie d'artiste, j'ai payé la scolarité de 15 personnes. 15 personnes. Voilà, c'est-à-dire que... Grâce à votre art. Voilà, juste grâce à l'art, et donc d'autres qui ont fait l'université, qui ont un truc qui sort, qui réenseignent à l'université, d'autres... Enfin, je veux dire que on quantifie toujours mal la chose, et on voit la chose juste à côté, et on ne regarde pas aussi le plus large possible. C'est vrai qu'on a toujours vu le social, l'assistanat, alors que non, aujourd'hui, c'est une industrie. C'est ça. Hier, j'écoutais encore le ministre de la Culture, donc, et justement, on parlait de est-ce que les artistes ne sont pas des éternels assistés? Donc, c'était un journaliste qui lui posait la question. Est-ce que les artistes ne sont pas des éternels assistés? J'ai crié devant ma télé, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais aussi, c'est le devoir de l'État. De mettre de l'argent dans notre culture, dans la création artistique, parce que c'est l'image du Burkina Faso. C'est un outil de diplomatie. Exactement. Et parce que aussi, là, c'est difficilement mesurable, mais quand on va regarder un spectacle abouti ou une musique aboutie, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Tu vois, une musique, tu te lèves, comment ça te change ta bonne époque? La construction de la pour que tu travailles mieux dans ton bureau, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. Donc, en fait, c'est le devoir du pays d'investir aussi.
Maintenant, les acteurs culturels et artistiques aussi doivent faire leur part du job. Faire la preuve justement que ce secteur-là mérite aussi de l'investissement. Et c'est pour cela qu'il faut cultiver l'excellence. L'excellence. Le mot est trouvé, Voilà. l'excellence. Voilà. Merci Serge Koulibaly, danseur, chorégraphe, formateur, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci à vous. Merci. Serge Koulibaly, merci. On est en fin d'émission. Merci. Ça sera tout donc pour ce numéro du 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.